Bienvenue sur les Success Stories genevoises, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève et parfois bien au-delà. Ce format est à retrouver en audio sur Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute. Yvan Slatkin, bonjour. Bonjour. On est très content de te recevoir pour ce podcast consacré aux Success Stories genevoises. Donc toi, tu diriges Slatkin Reprints, une maison d'édition bien célèbre et familiale qui est active dans tous les domaines du livre. Bienvenue. Merci. Donc toi, tu as grandi dans une famille qui vit dans les livres depuis plus de 100 ans. Mais quand j'ai vu ton parcours, tu as fait des études en économétrie, en histoire, en politique internationale, tu as travaillé dans une banque, dans le secteur du conseil. Enfin bref, comment tu es arrivé dans le secteur du livre ? Je suis arrivé dans le secteur du livre parce que mon père était actif dans ce secteur, il était entrepreneur, il m'a laissé la liberté d'étudier ce que je souhaitais. Je suis plutôt un scientifique, je ne suis pas trop un littéraire à la base. J'ai fait des études dans les domaines qui me plaisaient. J'ai voulu commencer une première expérience professionnelle dans une multinationale américaine. C'était Arthur Andersen, c'était une école absolument extraordinaire. Mais j'ai toujours eu au fond de moi l'envie de reprendre l'entreprise familiale. Parce qu'être entrepreneur, c'est être libre. Et s'il y a quelque chose qui me guide, c'est la liberté dans la vie. Il y a eu un moment clé où tu t'es dit, ouais, c'est ma place, je vais prendre l'entreprise familiale. Comme je te l'ai dit, c'était au fond de moi depuis toujours, mais je voulais d'abord faire mes expériences personnelles. Vu que je suis plutôt scientifique, je me suis dit, il faut que j'aille faire un diplôme d'études supérieures, un petit peu plus littéraire, voir si je suis quand même capable de rédiger un papier en langue française, parce que si on devient éditeur, il faut quand même être capable d'écrire correctement. Mais j'ai toujours eu ça au fond de moi, et je savais qu'un jour, je rejoindrais l'entreprise familiale. C'était écrit, on peut dire ça. C'était écrit, mais sans qu'on m'ait jamais forcé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, mon père m'a jamais dit, il faut que tu reprennes l'entreprise familiale. C'est venu naturellement, et puis c'est ce goût de la liberté. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'être son propre patron. On se réveille, on se lève quand on a envie de se lever, on va se coucher quand on a envie de se coucher, on prend les responsabilités, et j'aime assumer les responsabilités, et j'aime être mon propre patron. Tu incarnes la 4e génération d'une famille d'éditeurs. Tu peux nous raconter, voilà, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire, mais comment ça a commencé, comment ta famille est arrivée à Genève? C'est mon arrière-grand-père qui est d'origine russe, qui était juif et qui, au début du XXe siècle, il y avait les pogroms du tsar Nicolas II. Il a envoyé sa famille en Suisse pour se réfugier par rapport à cette politique du tsar. Il a fait amener, c'était un grand collectionneur de livres anciens. Il a aussi envoyé sa bibliothèque de livres anciens ici à Genève, mais lui, il est resté en Russie. Il est resté originaire de Rostov-sur-le-Don, donc près de la frontière ukrainienne. Et il est resté en Russie. Il était actif dans le domaine de l'assurance. Et puis, c'est lors de la Révolution russe où là, il a définitivement quitté la Russie. Il est venu s'installer à Genève et, manque de bol, il avait investi toute sa fortune dans les titres russes. Et avec la révolution russe, les titres ont perdu toute leur valeur. Il s'est retrouvé ruiné avec sa famille qui devait nourrir ici à Genève, et il avait sa bibliothèque. Et il n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir une librairie ancienne et de mettre en vente les livres qu'il avait amenés de Russie. Et c'est le début de la saga Slatkin dans le livre. Il avait 3 fils, 2 de ses fils ont arrêté leurs études, dont mon grand-père. Ils s'appellent tous Michel dans la famille, donc c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père s'appelle Michel, donc il ne faut pas s'y perdre. Et puis, sur ces 3 fils, 2 ont arrêté leurs études pour aider leur père dans la librairie familiale. Ensuite, mon grand-père s'est marié avec une femme de bonne famille protestante, la famille Suez. Et mon père est né en 1933, il a fait des études en lettres à la Sorbonne. Il ne savait pas trop quoi faire quand il est rentré de Paris. Il a décidé d'aider son père dans la librairie ancienne. On est là au début des années 60 et apparaît une révolution au niveau de la technologie de l'impression. C'est l'apparition de l'offset qui n'existait pas à l'époque. On a connu, nous, la révolution du numérique, mais à l'époque, c'est l'offset. Et là, il s'est rendu compte que quand il mettait en vente un livre rare et épuisé, ils avaient des demandes qui venaient du monde entier parce que les bibliothèques universitaires américaines, européennes reconstituaient les fonds de leurs bibliothèques qui avaient été détruits, alors pas aux États-Unis mais en Europe par la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et pour un livre qu'ils mettaient en vente, ils recevaient des centaines de commandes du monde entier. Et grâce à la technologie de l'offset, il a eu l'idée, suite à des conseils d'amis américains, de faire ce qu'on appelle des reprints, des réimpressions, et de prendre un exemplaire unique, rare, de le reproduire à 200 ou 300 ou 400 ou 500 exemplaires et ensuite de pouvoir servir l'ensemble des bibliothèques dans le monde qui faisaient la demande. Et
C'est de là qu'est né Slatkin Reprint et il a commencé son aventure, je dirais, en dehors du cercle de la librairie à ce moment-là. 60 là. Ouais, exactement. Et quand on est la 4e génération, bah voilà, avec ce vécu, cette histoire, est-ce qu'on ressent, bah, j'imagine, il y a un certain poids quand même de cet héritage? Est-ce qu'on a un poids de l'héritage? Je ne sais pas. C'est clair que moi, je suis né dans le monde des livres. Chez mes parents, il y avait des bibliothèques partout. Mon père était un passionné. Il s'est investi à 200% pour son travail. Donc, j'ai grandi dans cet environnement. Puis, je pense qu'il m'a donné le goût du travail, d'être indépendant, d'être chef d'entreprise. J'aime le business, entre guillemets, mais de faire du business dans la culture, c'est encore plus passionnant parce que moi, je me suis rendu compte quand j'ai travaillé pendant 2 ans chez Arthur Andersen et puis j'ai fait aussi quelques stages dans des banques privées genevoises, de parler d'argent toute la journée, c'est à la longue un petit peu ennuyeux. Et je dois dire que l'avantage, je dis toujours que éditeur, c'est un des plus beaux métiers du monde parce qu'on rencontre des personnalités de tous les horizons. Alors ça va de personnalités politiques, de professeurs d'université, de jeunes auteurs qui ont une plume littéraire, de guides de haute montagne. Et il y a une diversité dans ce qu'on fait qui est extraordinaire. Et au niveau humain, c'est, je pense, le plus beau métier du monde. Tu as l'air tellement passionné. Enfin, là, Moi, je ne sais pas si j'ai l'air passionné, mais non, mais c'est un métier qui est captivant, malheureusement, qui est économiquement extrêmement difficile. Alors, tu parles de ça. Justement, aujourd'hui, le secteur de l'édition, bah, il est assez contrôlé, dominé par des grands groupes. Ouais. Comment on fait, quand on est une entreprise familiale comme la tienne, à perdurer? On dit toujours small is beautiful, donc c'est comme ça qu'on garde notre liberté. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le marché du livre, c'est un marché qui est très concentré. Aujourd'hui, c'est des grands groupes qui contrôlent, tu l'as dit, le marché du livre principalement en France. Si on n'est pas à Paris, c'est encore plus difficile parce que le monde du livre français, c'est à Paris que ça se passe et nulle part ailleurs. Maintenant, si on a la chance d'avoir d'autres activités, et on a d'autres activités parce que mon père, sans le vouloir, a acquis des terrains, on a développé de l'immobilier, il a lancé des maisons dans la diffusion-distribution de livres. Donc on a une palette d'activités qui est assez large. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si j'aime le dire, mais le premier mécène des éditions Slatkin, c'est nous-mêmes par nos autres activités, parce que vivre des métiers du livre, c'est quasi mission impossible. Aujourd'hui, dans la chaîne du livre, l'éditeur souffre, le libraire souffre, et finalement, le seul qui gagne un peu d'argent, c'est l'intermédiaire, c'est le diffuseur-distributeur qui s'occupe d'acheminer les livres entre l'éditeur et le libraire. Et tous les grands groupes français sont, pour la plupart, leur principale activité, ce n'est pas que l'édition, c'est la première chose. Et puis, ils contrôlent toute la chaîne du livre et ils gagnent de l'argent, entre guillemets, à travers le hall d'intermédiaires. Et l'édition, c'est un métier noble, mais malheureusement qui, aujourd'hui, est de plus en plus difficile. Ce que tu veux me dire, c'est que vous avez diversifié vos activités, en fait, pour réussir. Alors, mon père a toujours été un entrepreneur, il a toujours cherché à faire d'autres choses. Donc, il y a le core business, c'est le livre, ça a toujours été le livre et ça le reste. Mais un peu sans le vouloir, il a acheté une maison d'édition à Paris, puis c'était au début des années 70. Sans le vouloir, il a en fait acheté une librairie qui était en face du Louvre, donc il est devenu propriétaire immobilier à Paris. Quand il a dû construire des locaux, un ami architecte lui a dit « mais il y a des terrains disponibles à Chavannes-de-Bogy qui sont juste à l'extérieur du canton de Genève ». Et à l'époque, on était là au début des années 60, on était en train de construire l'autoroute A1 entre Lausanne et Genève pour l'exposition nationale. Mon père me disait « bon, c'est un peu loin, mais pourquoi pas ?» Et il a acheté des terrains à des prix, pour rien. Et puis, de fil en aiguille, après, il a, grâce à des amis qui lui ont prêté de l'argent, mais enfin, c'est un peu le parcours de tous les entrepreneurs, il a construit un bâtiment. La part de l'immobilier dans notre activité est devenue de plus en plus importante. On a eu d'autres opportunités qui sont au niveau de mon activité accessoire, mais au niveau économique, bien plus importante que le métier du livre. Je ne savais pas, en fait, ce côté diversifié. Être éditeur, c'est aussi, comme entrepreneur, c'est prendre des risques. Je voulais savoir, enfin, toi, quel a été ton pari éditorial? Des paris éditoriaux, j'ai envie de dire que chaque livre que je publie, c'est un pari éditorial. Et puis chaque fois, on y croit. Malheureusement, la plupart du temps, on est déçu parce qu'être éditeur, c'est jouer, c'est comme aller au casino. On mise sur le 37 noir et puis une fois de temps en temps, on tire le gros lot. C'est extrêmement rare. On aime dire que dans notre activité, pour 100 livres publiés, il y en a 5 qui vont très bien marcher. Il
il y en a 15 qui vont être rentables et puis il y en a 80 qui vont perdre de l'argent. Et finalement, les 5 qui gagnent de l'argent vont financer les 80 sur lesquels on a perdu. J'ai envie de dire, moi j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc j'avais fait un joli coup à l'époque du G8 à Genève en 2003. Quand Genève s'était placardée de jaune partout, j'avais eu l'idée de faire un petit livre souvenir de ce week-end un peu incroyable qu'on avait vécu. J'espère qu'on ne le revivra pas l'année prochaine, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, puisqu'il y aura un G7 à Évian en 2026. Je me souviens que je m'étais dit, on va faire un petit livre souvenir. Et là, tout le monde m'avait dit, non mais Yvan, oublie, franchement, on en a par-dessus la tête de ce G8. Un mauvais souvenir. Enfin, Non, c'était pas un mauvais souvenir et j'ai insisté, j'ai quand même fait ce livre et on l'avait sorti une semaine après les événements. Ça m'avait valu un titre d'ailleurs dans le journal de l'époque, Info Dimanche, Slatkin va plus vite que la police. Et en fait, j'avais mis en vente le livre le vendredi et le samedi, je joue au tennis avec un ami et là, j'ai le directeur de la Fnac de Genève qui m'appelle, qui me dit, écoutez, monsieur Slatkin, il faut que vous preniez tout votre stock, que vous m'ameniez tous vos livres dans mes magasins parce qu'on a été dévalisé en 1 heure et on en a vendu, je sais pas, 15 000 exemplaires en quelques jours, ce qui était un événement assez sympa. Après, d'autres coups, mais qui n'ont pas été concluants sur la longueur, c'était de lancer la marque Slatkin à Paris. Ça, on l'a fait en 2016. On a pu avoir des auteurs qui ont bien vendu. Je pense à Luca Di Fulvio, malheureusement aujourd'hui décédé, où là, on a vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Mais gérer une maison d'édition depuis Genève, qui est à Paris, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si vous avez des auditeurs français, donc je ne vais pas vous dire ce que je pense du monde de l'édition parisien. mais aujourd'hui, en Suisse romande, par curiosité, c'est quoi un succès littéraire? En Suisse romande, on dit qu'on a un succès si on vend plus de 700 exemplaires. 700 exemplaires seulement. Ça paraît rien, mais je veux dire, aujourd'hui, alors il y a des exceptions qui confirment la règle, et la plus belle exception, c'est un auteur genevois, puisque c'est Joël Dicker, qui lui, quand il sort un nouveau volume, il le vend en centaines de milliers d'exemplaires, mais ça, c'est extrêmement rare. Aujourd'hui, en France, on a plus de 60 millions de lecteurs potentiels. Quand on vend un livre à plus de 5000 exemplaires, on dit que c'est un best-seller. Donc il faut prendre la Suisse romande pour sa taille, 1,5 million de lecteurs. Si on vend 700 exemplaires, on prend des proportions, on est dans ce qu'on appelle un best-seller. Maintenant, aujourd'hui, rentabiliser un livre à 700 exemplaires, tu t'imagines comme c'est compliqué, parce qu'il y a le travail d'édition, il y a le travail de mise en page, il y a le travail de relecture, il y a le travail d'impression, après il y a tout ce qu'on nous prend dans la chaîne de vente. Et finalement, on ne vit pas en vendant 700 exemplaires. C'est pour ça que la culture, si on veut la porter, elle doit avoir des mécènes, que ce soit des institutions publiques ou privées, parce qu'aujourd'hui, sans mécénat, on n'arrive pas à rendre rentable un projet d'édition. Et je voulais poser la question aussi, en Suisse, il me semble, peut-être tu vas me corriger, mais il n'y a pas de formation d'éditeur. Et ça, c'est... Non, Et pourquoi alors? parce que le marché est trop petit. C'est pour ça. Et je veux dire, le marché est trop petit et il n'y a pas assez de personnes qui s'intéressent à ce monde-là pour qu'il y ait une chaire à l'université de Genève ou de Lausanne ou de Fribourg qui s'ouvre dans le domaine de l'édition. Donc toutes les personnes qui veulent se former dans l'édition, ils vont se former à Paris parce que là, il y a un marché suffisamment grand pour pouvoir former des gens dans ce domaine-là. Maintenant, moi, je n'ai pas suivi de formation dans le domaine de l'édition. On se forme sur le tas. Après, être éditeur, c'est avoir des goûts littéraires, mais c'est très subjectif. C'est avoir quand même des règles de gestion, c'est savoir faire, je le disais, quand même du business, parce que ça reste une activité économique. Donc ça demande beaucoup de qualité. Et je dirais qu'aujourd'hui, si on est commercial dans les métiers du livre, on peut venir de la communication, on peut venir de n'importe quel secteur, parce que finalement, vendre un livre, alors c'est pas comme vendre des Pampers, c'est plus intéressant, parce que ça a plus de valeur, mais c'est vendre un produit, et j'aime dire qu'être éditeur, c'est être commerçant. Avant tout, ouais, j'allais te demander la qualité ou les qualités pour être un bon éditeur. Donc avant tout, c'est d'être... Il faut être commerçant, parce que si on ne vend pas, on peut publier des magnifiques choses, mais on s'arrête très vite. Il y a aussi, donc toi, tu es une entreprise familiale, donc on l'a dit, 4e génération. Aujourd'hui, on voit en Suisse et à Genève, beaucoup d'entreprises familiales peinent à assurer la relève. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en train de perdre ce modèle? Est-ce qu'on est en train de perdre ce modèle? C'est la société qui change, c'est la nouvelle génération qui est peut-être différente des précédentes, mais je crois que la transmission d'entreprise dans les familles, ça se transmet de père en fils ou de mère en fille. Et ça, c'est une question d'éducation, c'est une question de valeur qu'on va transmettre à ses enfants. Donc, j'ai
je vais pas généraliser, mais on est aujourd'hui dans une société où peut-être que le sens du travail, le goût du travail se perd un peu, mais j'ai pas le sentiment qu'on peut dire que ça se perd. Je veux dire, quand on a la chance de vivre de naître dans une famille d'entrepreneurs, d'avoir une société qu'on va pouvoir exploiter, qu'on va pouvoir changer, qu'on va transformer. Enfin voilà, après, c'est un vœu personnel. Moi, je trouve ça extraordinaire. Non, mais c'est clair. Mais justement, peut-être à Genève, voilà, qui est plutôt à dimension internationale, avec des multinationales, est-ce que tu penses que ces PME familiales, elles se sentent peut-être parfois peu écoutées ou moins écoutées? Non, je crois que Genève est un écosystème où les grands soutiennent les petits servent aux grands. Il faut se faire sa place. C'est pas toujours facile, mais j'ai pas le sentiment que Genève, ville internationale, délaisse ses PME familiales. Il y a des magnifiques PME familiales, petites, moyennes, grandes. Je veux dire, je vais pas en citer ici et faire de la publicité, mais il y a des magnifiques fleurons familiaux à Genève et je pense qu'ils vont continuer à être portés et à se développer. Toi, tu as 3 enfants. Est-ce que tu parles de ça? Bah, évidemment que je parle de mon activité, évidemment que je ne suis pas en train de leur dire il faut reprendre les éditions Slatkin, parce que comme je te l'ai dit, travailler dans l'édition, je pense que c'est un métier de passion. Alors si un de mes enfants a la passion du livre et il a envie de le faire, bah, évidemment, ce sera très bien et je ferai tout pour qu'il puisse le faire, mais j'ai aucune envie de le forcer. Aujourd'hui, mes 2 fils sont plutôt orientés vers la médecine, donc je doute qu'un jour elles viennent vers le livre, mais pourquoi pas? Parce qu'on Bon, peut. toi, tu avais un parcours aussi typique. Exactement. Quant à mon fils, il est encore au collège. On verra, mais en tout cas, je ne vais pas du tout les forcer. Moi, et d'ailleurs, moi, mon père m'a jamais forcé à suivre la tradition familiale. Il m'a laissé faire ce que je voulais. Et puis, c'est vraiment moi qui ai voulu revenir dans la société familiale. Et j'ai exactement la même mentalité. Ce serait pas un rêve pour toi de passer le flambeau. Enfin, c'est pas dans cette idée-là. Ça te ferait plaisir? Très honnêtement, quand je vois aujourd'hui l'état du marché du livre, c'est pas que je vais déconseiller à mes enfants de le faire, mais il faudrait vraiment qu'il y ait la passion. Et puis, il faut avoir une activité où on gagne quand même un peu d'argent, parce que si on ne fait que de l'édition, on a plutôt tendance à en. Toi, tu as une double casquette. Tu es président de la FAIR Genève depuis plus de 10 ans. Quels sont les atouts pour un entrepreneur d'être à Genève aujourd'hui? Les atouts, ils sont multiples. Je crois que la Suisse, de par sa position géographique, de par sa stabilité juridique, de par son économie libérale, de par son droit du travail, qui est un droit du travail très libéral, mais un partenariat social qui est fort, on a des conditions cadres qui sont extrêmement favorables pour les entreprises, pour les petites entreprises, pour les grandes entreprises. Alors, il y a de nombreux défis, bien entendu, mais quand on compare, j'ai une entreprise en France, le droit du travail, c'est quelque chose d'épais comme ça. Les procédures administratives sont très lourdes. On a un climat social en France qui n'est pas du tout le même qu'en Suisse. Et puis moi, quelque chose qui me tient à cœur, j'aime ce consensus suisse, j'aime ce dialogue. J'ai grandi dedans parce qu'on parle beaucoup de ma famille paternelle, mais du côté maternel, il faut savoir que moi, j'ai une histoire alors plus politique, puisque mon grand-père paternel a été conseiller d'État à Genève. Il était à l'origine des lois HLM, je crois que c'était au début des années 60. Il m'a donné le goût peut-être de la politique. Et puis, je dois dire qu'on a une chance incroyable ici en Suisse, d'avoir ce partenariat social, d'avoir ce sens du dialogue. Ça m'amuse toujours quand mes collègues parisiens viennent pour une soirée de fin d'année ici en Suisse, sont toujours étonnés du climat social qui règne entre nous, collaborateurs suisses, où on n'est pas du tout dans les mêmes relations. Je veux dire, c'est beaucoup plus à plat en Suisse. En France, c'est très hiérarchique. On a un haut top, ceux qui ont fait les grandes écoles. J'ai l'impression qu'il y a moins de respect. Et vu qu'il y a moins de respect, il y a plus de tension. Et on voit les différences entre la Suisse et la France, par exemple. Tu as une carrière politique aussi. Tu as été député au Grand Conseil pendant plus de 10 ans aussi. L'évolution du climat politique, alors aujourd'hui, quel constat tu peux faire? Alors, j'ai pas envie de dire c'était mieux avant. Le climat politique, mais ça, c'est plus global. C'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus polarisé vers les extrêmes. On le voit avec Donald Trump aux États-Unis. On voit l'instabilité aujourd'hui en France avec des blocs politiques éclatés. On voit la montée de l'extrême droite en Allemagne. On voit l'extrême droite en Italie. Aujourd'hui, il y a plus de populisme parce qu'on est dans un monde beaucoup plus instable. Pourquoi il y a plus de populisme? J'en sais rien, mais je sens qu'on est dans un climat politique qui est plus délétère, où on se respecte moins. Encore actuellement, on va dans la confrontation, on est moins dans le dialogue. Moi, ce que j'ai aimé quand je faisais de la politique avec mes convictions libérales, j'ai toujours été un libéral de cœur,
mais j'aime le dialogue. Je sais que si on veut faire avancer un projet, il faut trouver un accord avec, entre guillemets, ses adversaires. Ce n'est pas entre nous qu'on va faire progresser les choses. Et j'ai l'impression que ce sens du dialogue, ce sens du consensus est en train de disparaître petit à petit, ce que je regrette. Donc même en Suisse, ce côté de polarisation, tu le constates. Je le vois, je l'ai vécu. J'ai passé 15 ans au Grand Conseil de la République et canton de Genève, où il était toujours plus difficile de trouver des accords. On voit aujourd'hui que même des partis gouvernementaux en Suisse utilisent l'initiative, on pense à l'initiative des jeunes socialistes sur les successions, on pense à l'initiative de l'UDC sur une Suisse à 10 millions. À la base, l'initiative, c'était un outil démocratique pour les partis qui n'étaient pas au pouvoir. Et aujourd'hui, les partis au pouvoir utilisent les initiatives qui peuvent déstabiliser notre pays. Et il y a quelque chose d'assez malsain dans cette évolution. On est en train de perdre cette culture du consensus qui... On est un peu en train de la perdre, on va plus dans la confrontation. Et la force de la Suisse, ça a été toujours cette culture du dialogue, cette culture de... Les partis au pouvoir, normalement, travaillent dans l'intérêt du pays. Il peut y avoir des divergences, mais si on est au gouvernement, pourquoi déposer des initiatives? Puisqu'en fait, on a la possibilité de changer les choses de l'intérieur. L'initiative, c'est quand on n'est pas au cœur du pouvoir qu'on l'utilise pour essayer de faire changer les choses. Est-ce qu'on veut trop aussi en Suisse? Enfin, voilà, il y a un peu ce côté, beaucoup d'initiatives, tu le dis. La population, elle est toujours amenée à se prononcer sur des choses. Enfin, je voulais avoir ton regard là-dessus. Est-ce que c'est le reflet de cette polarisation? Je trouve que ça montre que notre démocratie vit et qu'elle vit bien, et il y a beaucoup de points positifs. Maintenant, il y a de plus en plus d'objets et c'est vrai qu'on s'y perd. Il y a des objets de plus en plus complexes. Je pense à un dernier objet en date, on votait sur la valeur locative, mais en fait, on nous faisait voter sur un impôt, un nouvel impôt sur les résidences secondaires. Je veux dire, si on n'a pas des proches qui sont capables de nous expliquer de quoi on parle, ça devient de plus en plus compliqué. Il nous arrive à Genève, on aime bien avoir beaucoup d'objets à devoir voter sur une dizaine de textes. Alors peut-être que trop de démocratie tue la démocratie. Maintenant, je préfère avoir ce système-là qu'un système, on le voit en France, où finalement le peuple, la seule fois où il peut se prononcer, c'est sur une élection présidentielle ou une législative, et on voit toutes les tensions que ça apporte. Donc notre système a un avantage, c'est qu'il y a encore quand même la paix sociale. Et ce climat d'incertitude ou cette polarisation des extrêmes, est-ce que pour un entrepreneur, l'incertitude, c'est un peu le plus gros mal? Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui plus compliqué d'être entrepreneur? Non, c'est pas plus compliqué d'être entrepreneur, parce que pour moi, les conditions cadres, elles sont encore là. Je crois que la grande force de la Suisse, c'est son droit du travail, et ça, alors il faut vraiment la préserver. C'est le partenariat social, c'est cette capacité qu'ont les patrons de pouvoir discuter avec les syndicats et de trouver des solutions par branche, d'avoir un État arbitre mais qui n'intervient pas. Et ça, alors il faut vraiment le préserver, parce que je pense que c'est vraiment un des fondamentaux qui fait la Suisse. Quand on regarde ton parcours, donc président de l'affaire Genève, tu as été député au Grand Conseil. Qu'est-ce qui t'anime finalement tout cet attachement pour Genève? Quand on a la chance de naître dans un si beau pays et un si beau canton, parce que j'y suis très attaché, quand on a la chance d'avoir pu faire un peu ce qu'on voulait, je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un père entrepreneur, de pouvoir continuer cette activité qui m'offre une liberté. Je pense qu'on a quelque chose à rendre à la société. Et puis moi, depuis toujours, j'aime m'intéresser à la chose publique. Et je me souviens, quand j'étais au collège, on discutait avec mes copains qui étaient tous plutôt de gauche. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de droite, mais droite, je le dis de manière humaniste. On avait l'habitude de discuter, puis on dit yaka, yaka. Moi, le yaka m'énerve, moi j'aime agir. Et puis, pour agir, il faut s'engager. J'aime m'engager, j'aime prendre des risques, et je pense que c'est dans l'action qu'on se réalise. C'est aussi dans l'action qu'on a un peu une forme d'inconscience et qu'on peut avancer. C'est ce qui m'anime. Et donc, moi, m'investir pour Genève, m'investir pour l'économie genevoise et romande, m'investir pour défendre un pays auquel je suis extrêmement attaché, ça me paraît être normal et naturel. Et le retour en politique, c'est possible? Il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, je suis très heureux des fonctions que j'occupe à l'affaire. Il y a des débats, il y a des dossiers qui sont passionnants. Je dois dire que je me suis beaucoup intéressé ces dernières années aux assurances sociales, à l'AVS, au deuxième pilier. C'est des fondements aussi de notre succès. Je veux dire, l'AVS, c'est un sujet qui paraît un peu comme ça, assez brut pour les gens, mais en fait, c'est un des piliers de la Suisse moderne. C'est ce qui fait aussi l'unité de notre pays. C'est des dossiers qui sont passionnants, des dossiers d'importance, parce qu'on est une société vieillissante. Il y a plein de défis qui y sont liés. Mais je dois dire, moi, c'est des choses qui me passionnent. Voilà. Donc, après la politique, moi, je pense que j'aurais toujours envie de dire ce que je pense. Et si je peux apporter quelque chose à la société, je continuerai à le faire.
sous quelle forme, l'avenir me le dira. On verra ça. Et en dehors de la politique, qui semble aussi une des autres passions, est-ce que tu as d'autres choses? J'ai mon travail, j'ai mes activités, j'ai des passions évidemment, j'ai ma famille, ça va de soi. J'aime beaucoup la montagne, c'est quelque chose qui me passionne, j'aime être à la montagne. J'aime soit faire du e-bike à la montagne, soit de la randonnée à pied, soit de la peau de phoque, du ski. J'ai cette passion de m'engager pour les causes qui me tiennent à cœur. Alors ça m'occupe déjà pas mal de temps. On arrive à se déconnecter des fois, enfin voilà, de faire totalement autre chose. J'ai beaucoup de peine à me déconnecter. J'ai réussi à me déconnecter cet été en partant en Asie centrale, où là, j'ai vraiment déconnecté parce qu'il n'y avait plus de connexion Internet. Et non, et je dois dire que ça faisait longtemps, voire que c'était la première fois de ma vie où j'ai un peu perdu la notion du temps, ce qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais bon, j'ai besoin d'avoir des responsabilités, j'ai besoin de faire. Et me tourner les pouces au bord d'une plage, c'est pas trop dans ma mentalité. Tu lâches pas ton téléphone sur la plage. Non. J'ai lu quand même que tu étais passionné de football. Si tu me diras peut-être que c'est... Alors, question peut-être bateau, mais ton joueur préféré, c'est qui? J'étais passionné de football. Ah, j'étais. Voilà, j'étais. Non, je veux dire, quand j'étais jeune, j'ai fait énormément de football. Dans quel club c'est là? Ah, moi, j'ai joué à UGS. Ah ouais. Voilà, ouais, à UGS. D'abord, j'ai commencé au FC Cholet. Après, j'ai joué à UGS en interrégional. Et puis après, j'ai passé ma matu, j'ai arrêté le football. Et je dis, j'étais un passionné de foot parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de football. Et puis, très honnêtement, il n'y a aucun joueur qui me fait rêver. Je trouve que c'est trop. Je suis heureux que mon fils n'ait pas un poster de Messi ou de Ronaldo dans sa chambre parce que j'estime qu'il faut avoir d'autres modèles que ces joueurs de foot. Ça ne veut pas dire que j'aime plus le foot et j'étais très heureux de voir une équipe de Suisse battre l'équipe de France à l'Euro, par exemple. C'était des grands moments. Je veux dire, il y a des magnifiques matchs. Mais quand j'étais jeune, voilà, la Coupe d'Europe, c'était un match, je sais pas, une fois par mois. Donc c'était vraiment un événement. Aujourd'hui, il y en a tellement que c'est un peu l'overdose. On a atteint aussi des niveaux dans les salaires, dans ce que valent ces joueurs, où je trouve que ça devient complètement démesuré. Donc j'ai moins de passion pour le foot et si je devais parler d'un sport, un sportif que j'ai trouvé incroyable, je parle malheureusement au passé, c'était Roger Federer, parce que voilà, lui c'était un sport individuel, mais il incarnait la classe, le talent, puis quelqu'un qui travaille, puis quelqu'un qui respecte les autres et je trouve que c'était une magnifique image à l'image de la Suisse. Très bien, Yvan Slatkin, je te remercie beaucoup pour ces confidences. On a découvert, enfin moi j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas ça de ton parcours, donc merci beaucoup pour cette sincérité. Merci à toi. Retrouvez les Success Stories genevoises en audio sur Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur YouTube. À bientôt.